plus d'espace pour les débats parlementaires, plus de temps pour les analyses et les décryptages, plus de rendez-vous citoyens. La chaîne parlementaire Assemblée nationale vous donne rendez-vous 24 heures sur 24. Disponible sur lcpan.fr ainsi que sur les réseaux Free, Orange, Bouygues Télécom et la 9box de SFR. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. And the beat goes on, and the beat goes on, and the beat goes on, and the beat goes on. Votre programme sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. La chaîne parlementaire Assemblée nationale. Cette semaine dans Parole du Monde, gros plan sur la razzia sur les terres arables. État, industriels, people, tout le monde se met à investir dans les terres agricoles à l'étranger. Du coup, certains pays d'Afrique ou d'Asie commencent à être vendus à la découpe. Peut-on parler de néocolonialisme? Réponse dans Parole du Monde. Bonsoir à tous, vos rendez-vous à venir sur Public Sénat, le journal de 18h dans quelques secondes avec comme premier invité Michel Mercier, le ministre de l'Espace rural et de l'aménagement du territoire sur la fronde des élus contre la réforme territoriale. Et puis un débat au programme, faut-il interdire le taser? Cette arme à impulsion électrique présente un risque cardiaque selon son fabricant. À 18h30, Europe Hebdo avec François Baudonnet et Kadia Gilder sur la légalisation des paris en ligne. On le sait, la France adapte sa législation. Et enfin à 19h, Parole du Monde, Caroline Delage évoquera une pratique qui se développe et qui soulève bien des questions. L'achat de terres agricoles sur des milliers d'hectares dans les pays pauvres par les pays riches. Tout de suite, c'est le 18h. Le 18h, toute l'actualité politique de ce jeudi 22 octobre, voici les titres. Le Parti socialiste feint toujours l'espoir d'un rassemblement à gauche dès le premier tour des régionales, alors qu'écologistes et Parti communiste réaffirment leur volonté d'autonomie. Certains socialistes proposent de s'allier d'emblée avec le MoDem. Interrogation sur le fonds stratégique d'investissement aux entreprises. Des sénateurs de tous bords réclament un meilleur contrôle de ce fonds créé par Nicolas Sarkozy afin de s'assurer que les entreprises aidées ne licencient pas. Un fonds d'urgence pour l'agriculture annoncé comme massif sera détaillé par Nicolas Sarkozy mardi prochain dans le Jura à Poligny. Cotisations et intérêts d'emprunt des plus en difficulté devraient être pris en charge par l'État. Étape décisive vers la présidence de l'EHPAD de la Défense pour le fils cadet du chef de l'État. Le Conseil général des Hauts-de-Seine doit l'élire demain au conseil d'administration de l'établissement public. Malgré la polémique, Jean Sarkozy, 23 ans, est en bonne voie pour prendre la main et en main les destinées du premier quartier d'affaires européen dont le gigantisme va encore s'accroître. Sandra Cerquera. L'élection de Jean Sarkozy à la tête de l'EHPAD ne serait qu'une opération de camouflage. Pour les élus des Hauts-de-Seine, le sujet d'inquiétude est ailleurs. Un décret prévoit l'extension du périmètre de gouvernance de l'EHPAD vers le nord-ouest, incluant les communes de Nanterre et de la Garenne-Colombes. Il y a l'idée de tout s'accaparer, c'est-à-dire de prendre tous les territoires, la plus grande partie du territoire de la ville de Nanterre,
Et demain de se retrouver dans un endroit où 70% de l'opération d'intérêt national est sur Nanterre, mais où Nanterre n'a que 2 sièges sur 15 au conseil d'administration, alors qu'en général, depuis les lois de décentralisation, c'est toujours les élus de la ville la plus concernée par l'opération d'intérêt national qui assument la présidence. Si cette fusion ne se réalisait pas, le revers pourrait être douloureux pour l'EHPAD, dont le déficit est évalué à 164 millions d'euros à l'horizon 2016. Cet administrateur dénonce le développement de l'offre de bureaux pour éponger le trou de l'EHPAD, et ce, au détriment de la qualité de vie des Franciliens. Qui aujourd'hui va dire aux habitants de Puteaux, de Courbevoie, qu'on va construire chez eux, Puteaux et Courbevoie seulement, qu'on va construire 1 million de mètres carrés de bureaux supplémentaires? Quelles conséquences ça a sur la vie des habitants de ces communes? Personne aujourd'hui n'a le courage politique d'aller leur présenter ça. L'EHPAD devrait également jouer un rôle important dans le cadre du Grand Paris cher à Nicolas Sarkozy. L'élection de son fils le 4 décembre prochain pourrait lui permettre alors de garder la main haute sur l'établissement qu'il a lui-même présidé en 2005. Et Jean Sarkozy reprend son offensive médiatique puisqu'il sera l'invité ce soir du 20h de France 2 et qu'il sera demain matin sur Europe 1. L'avocat du prévenu le plus accablé de reproches durant le procès Clearstream demande pardon au nom de son client, l'informaticien Imad Laoud. Cela pour ses torrents de mensonges, mais il a menti parce qu'il était tenu par des protecteurs puissants, a précisé Maître Pardo, avant de citer Jean-Louis Gergorin et Dominique de Villepin. La stratégie contrariée de Martine Aubry pour les élections régionales, misant toujours sur un rassemblement le plus large des forces de gauche. Elle doit faire face à la volonté d'autonomie des écologistes et des communistes au premier tour. Autre souci pour la première secrétaire du PS, des voix s'élèvent au sein de son parti pour une alliance dès le premier tour avec le MoDem, Marie Brémaud. Ils veulent ouvrir le débat au plus grand nombre, MoDem y compris. Vincent Payon ou encore Manuel Valls plaident pour des alliances avec les amis de François Bayrou. Il faudra un accord avec les écologistes, avec les communistes et pourquoi pas avec le MoDem sur les circonscriptions. L'accord est possible et je pense qu'en tout cas il faut ouvrir la discussion, y compris évidemment avec François Bayrou et ses amis. Des prises de position embarrassantes pour le Parti socialiste car elles sont en contradiction avec la ligne officielle portée par la première secrétaire et ses lieutenants. La stratégie du Parti socialiste, et on ne peut plus clair, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes. Il n'y en a pas d'autre, c'est une stratégie commune à l'ensemble du Parti socialiste. Martine Aubry ne ménage pas ses efforts pour tenter de convaincre les partenaires de gauche de l'intérêt d'alliance dès le premier tour, car rien n'est acquis. Dans ce contexte incertain, c'est aux Verts, aux communistes et aux autres alliés traditionnels que l'opération séduction est destinée. Pas un mot du MoDem pour ne pas engendrer la confusion dans l'esprit des éventuels partenaires et électeurs. Et si nous voulons gagner ces régionales, il faudra mobiliser l'électorat populaire. Et l'électorat populaire ne se déplacera que s'il y a une ligne claire, présenter un bilan très clair et surtout présenter un projet très clair, qui soit très proche de nos concitoyens, très proche de celles et ceux qui prennent de plein fouet la crise. Et si nous ne faisons pas ça, nous faisons de la tactique, on risque de le payer très cher. Toutefois, la porte au MoDem n'est pas totalement fermée pour le second tour. Tout du moins, le jeu d'équilibriste pour Martine Aubry s'annonce difficile. La loi Hadopi 2 contre le téléchargement illégal a été validée pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel. Les juges avaient été saisis par les députés socialistes opposés à la possibilité de couper l'abonnement à Internet. Lancé en début d'année pour soutenir le développement d'entreprises pendant la crise, le Fonds stratégique d'investissement mérite d'être mieux contrôlé. C'est l'avis exprimé par des sénateurs de tous bords qui s'inquiètent notamment du maintien de l'emploi dans les entreprises soutenues par un fonds doté, on le rappelle, de 20 milliards d'euros. Sophie Normand. Favorable à ce fonds souverain à la française, mais inquiet quant à sa stratégie, certains sénateurs voudraient exercer un contrôle plus étroit. Ils s'interrogent notamment sur la distribution de ces fonds. Le sénateur UMP Antoine Lefebvre a pointé du doigt l'investissement de 58 millions d'euros réalisé par le FSI dans le fabricant de câbles Nexan, ce qui n'a pas empêché celui-ci d'annoncer 387 licenciements. Pour la sénatrice Nathalie Goulet, l'éthique des entreprises doit être un critère déterminant dans l'attribution de ce fonds public. Je pensais naïvement que des sociétés qui bénéficiaient de fonds publics devaient être plus attentives à l'emploi, plus attentives à certains critères et en tous les cas respecter un certain nombre notamment de principes qui sont reconnus maintenant. Je voudrais que le Parlement se saisisse
d'un travail sur un code éthique. Je voudrais qu'ensemble on réfléchisse à un comité d'éthique ou à une règle d'éthique pour que ce fonds stratégique à la française puisse ou ne puisse pas investir dans certaines activités. Côté UMP, on reconnaît un manque d'organisation des contrôles du FSI. Sur les contrôles extérieurs, il est clair que pour l'instant, ce n'est pas encore parfaitement bien organisé. Ce que voudrait Madame Goulet, c'est que le Parlement participe à la gouvernance du FSI. Là, au niveau du groupe UMP, nous sommes opposés à cette idée, car il ne faut pas mélanger les fonctions de gestion et les fonctions de contrôle. Il n'est pas bon que des parlementaires participent à la sélection des dossiers. Valeo, Mécano, dernière bénéficiaire en date du FSI, l'entreprise Dailymotion, qui profitera de 7,5 millions d'euros. Nouveau déboire pour les humanitaires au Soudan. On apprend qu'un employé français de la Croix-Rouge a été enlevé aujourd'hui au Darfour. La relance de l'affaire Grégory, 25 ans après l'assassinat du petit garçon dans les Vosges. Aucune trace d'ADN de Christine et Jean-Marie Villemain, ses parents, n'a été trouvée sur la lettre adressée par le Corbeau, a précisé aujourd'hui le procureur de Dijon. Mais il a ajouté que les experts disent que l'ADN est très exploitable. Une affaire à suivre donc, comme l'on dit maintenant, depuis plus de 2 décennies. La suite du 18h. 3 questions à notre invité, Michel Mercier. Notre invité, donc, le ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire, Michel Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Première question, est-ce que votre situation vous rend schizophrène? Car vous êtes un élu local, vous êtes conscient des difficultés, des dangers de la réforme, de la refonte territoriale, comme vos collègues, et vous êtes obligé aujourd'hui de la défendre, comme vous l'avez fait d'ailleurs lors des questions d'actualité au Sénat. Mais écoutez, moi je me sens pas obligé. Cette réforme, j'ai participé à son écriture, à la réflexion qu'il y a eu au sein du gouvernement sur ce texte, et c'est aussi en tant qu'élu local que je défends cette réforme. Les choses sont quand même relativement simples si on veut bien les regarder. Sur le plan institutionnel, le gouvernement constate, parce que c'est une réalité, qu'il y a 3 couples d'acteurs. Oui. Un couple dans la proximité, c'est la commune et l'intercommunalité. L'intercommunalité s'est développée ces dernières années. Un autre pôle sur le territoire, c'est le département et la région. Puis un autre pôle, plus stratégique, c'est l'État et l'Europe. Donc on essaie, sur le plan des collectivités locales, de gérer les 2 premiers pôles pour rechercher l'efficacité, quand même très important, et la plus grande démocratisation possible. Par exemple, vous, comme président du Conseil général du Rhône, vous estimez que vous n'êtes pas assez efficace, que vous pourriez faire des progrès, voire des économies, parce que c'est aussi l'objectif du gouvernement auquel vous appartenez. Dans le couple département-région, je pense en effet que je serai plus efficace. Oui. Je pense que, voyez-vous, M. Grossieur, quand on va avoir des élus, les conseillers territoriaux, qui géreront et la région et le département, eh bien, on va renforcer considérablement les pouvoirs de la décentralisation. Alors, on va parler effectivement du nouveau pouvoir de ces conseillers territoriaux. Est-ce que vous avez beaucoup embauché? Tiens, je vous pose une question quand même avant, Michel Mercier, parce qu'on reproche beaucoup aux collectivités territoriales d'avoir embauché en masse des fonctionnaires. Elles ne sont pas forcément toutes gérées de la même façon, les collectivités territoriales. Vous adressez un satisfait. Donc, vous me posez une question à moi, et j'ai essayé, en effet, de tenir les cordons de la bourse. Très bien. Alors, on va voir effectivement tout le débat autour de la création de ces conseillers territoriaux. Là, les attaques viennent plutôt de la gauche, il faut le dire. Ces nouveaux élus vont remplacer les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Pour la gauche, il s'agit, Julie Trassard, d'un hold-up électoral. Une manipulation. Les élus socialistes sont vent debout pour dénoncer le mode de scrutin retenu pour la réforme des collectivités territoriales. La seule raison de tout cela, c'est de faire en sorte que la droite et les amis de M. Sarkozy puissent récupérer les différentes collectivités territoriales. Actuellement, 6 000 élus représentent les Français dans les départements et les régions. Après la réforme, ils ne seront plus que 3 000 à être choisis selon un système complexe. 20% d'entre eux le seront à la proportionnelle pour laisser une place aux petits partis, mais les autres 80% seront élus au scrutin uninominal à un tour. Formule qui devrait avantager les grands partis et particulièrement l'UMP. Ce système va s'appliquer en 2014. On ne peut pas nous taxer d'arrière-pensée politique alors que personne ne connaît la situation et qui sera président de la République, comment les choses se passeront en 2014.
Mais le débat s'annonce virulent. Ce matin encore, Laurent Fabius affirmait qu'un avis du Conseil d'État était défavorable à ce mode de scrutin. Et il appelait le président à organiser un référendum. Alors, Michel Mercier, est-ce que Laurent Fabius se dit vrai lorsqu'il affirme que le Conseil d'État donc a refusé certaines dispositions électorales pour élire ces fameux conseillers territoriaux? Et d'ailleurs, l'ancien Premier ministre de préciser que le mode de scrutin pourrait permettre qu'une liste ayant recueilli au niveau régional moins de votes qu'une autre puisse recueillir plus de sièges qu'elle. C'est assez incroyable. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu plus ce que vous venez de dire là, parce que le scrutin tel qu'il est proposé, même si le gouvernement est ouvert sur les modalités pratiques du scrutin, est un scrutin simple. Il y a des années et des années que beaucoup de formations politiques, notamment celle à laquelle j'ai toujours appartenu, le centre, a demandé une dose de proportionnel. Qu'est-ce qu'elles ont fait? On va redécouper les circonscriptions électorales. C'est une obligation. Le Conseil constitutionnel l'avait rappelé pour les députés, le Conseil d'État l'a rappelé à plusieurs reprises pour les cantons. Donc on va faire des circonscriptions électorales assez grandes, à peu près égales du point de vue démographique. Aujourd'hui, il y a des différences énormes entre certains cantons et d'autres cantons urbains. Donc on va se rapprocher du principe démocratique, un homme, une voix. Même s'il faut tenir compte... On se rapproche du principe démocratique, mais quand le Parti Socialiste parle d'un fric-frac électoral, qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, vous savez très bien que tout cela sont des paroles verbales qui ne veulent rien dire. C'est un scrutin simple. On aurait pu nous faire un reproche, j'y viendrai tout à l'heure, si on avait choisi un autre système. Mais on a choisi le système le plus clair. Partout, il y aura des circonscriptions électorales, que ce soit en territoire urbain ou en territoire rural. Alors avec un scrutin à un tour. Laissez-moi terminer. Oui. Parce que si vous ne laissez jamais terminer, c'est plus facile de dire que ça ne marche pas. Et je vous reconnais bien là. Ceci dit, donc partout des circonscriptions, et puis on garde 20% des sièges qui seront élus à la proportionnelle. Non, mais pas d'accord. D'accord, c'est bien, mais je veux expliquer que ces 20%-là, ils ont pour but de représenter toutes les tendances. Ce mode de scrutin... 20% pour toutes les tendances. Est-ce que le vainqueur ne sera pas celui qui, quand même, saura faire l'union dès le premier tour? On pense bien sûr au parti majoritaire et que vont devenir, par exemple, les élus centristes. Je vous rappelle que vous êtes centriste, Michel Mercier. Et tout à fait. Et c'est bien parce que je suis centriste que depuis toujours, je demande une dose de proportionnelle. Je l'ai dans ce mode de scrutin. Et il ne faut jamais simplifier trop les choses comme vous le faites dans votre question. Il y aura un tour. Dès lors qu'il y a de la proportionnelle, il n'y a forcément qu'un tour. Parce que la proportionnelle à 2 tours, c'est le mode actuel. Et là, on n'est pas très sûr que ce soit non plus le scrutin le plus honnête qui soit. Je veux donc dire que ce scrutin, il est simple, il est clair, il permet à toutes les voix d'être utiles. Et il tient compte de la réalité du pays. Alors, deuxième série de questions, Michel Mercier. Si vous voulez bien, la réforme de la taxe professionnelle. Et là, la révolte, on le voit, parcourt la droite et la gauche. Et vous, le centriste, qu'en dites-vous? Vous avez des réserves au minimum. Alors, il y a deux questions. Il ne faut pas biaiser. Il y a deux choses. Il y a la suppression de la taxe professionnelle. Je crois que tout le monde est d'accord. De quoi s'agit-il? Il s'agit de lutter contre les délocalisations. Donc il faut supprimer un impôt sur lequel tout le monde s'accorde à reconnaître le caractère nocif. Attention à ne pas supprimer les ressources des collectivités locales. Après, il y a le problème des ressources des collectivités locales. Mais je rappelle quand même que quand on est élu local, son premier rôle, c'est de vouloir implanter des emplois et des entreprises. Et que cet impôt-là est un handicap et qu'il faut revenir sur ce handicap. Après, il y a un nouvel impôt économique moins élevé que le précédent, calculé plus justement et qui protège la production. C'est-à-dire ce qui est délocalisable et ce qui est soumis à la concurrence internationale. Moins élevé, c'est-à-dire, dit-on dans l'opposition, des impôts plus élevés pour les ménages dans les communes et les départements. C'est totalement faux. Chacun pourra faire les choix qu'il voudra dans sa mode de gestion. Si on veut augmenter les impôts, on les augmentera. Il n'y a pas de fatalité à augmenter les impôts. Je crois qu'il faut arrêter de se raconter des histoires. Je dis simplement que le nouvel impôt économique maintiendra ce qui est essentiel, le lien entre le territoire et l'entreprise. Et deuxièmement... Il sera moins fort qu'avant, quand même. Mais il sera le même,
Le même. Bien entendu, puisqu'il y aura un impôt local. Et surtout, il permettra, ce qui est réclamé depuis des lustres et des lustres, une vraie péréquation. Par exemple, les Hauts-de-Seine, ils n'auront pas tous leurs produits parce qu'on en donnera un peu à la Creuse, qui en a bien besoin. D'accord. Et c'est cet impôt-là, ce système-là, qui permettra une vraie péréquation. Et moi, j'aimerais bien rencontrer des élus qui me disent qu'ils sont contre la péréquation que permet cette réforme. Troisième question, plus rapide si vous voulez bien, Michel Mercier. Quelles sont les actions à venir de votre ministère? Quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est l'agriculture? Vous allez bien sûr accompagner mardi prochain le chef de l'État à Poligny qui va annoncer, dit-on, des mesures massives. Vous êtes engagé également pour la TNT, pour le numérique partout sur les territoires? Le ministère qui m'a été confié est très vaste. Oui. C'est l'aménagement du territoire. On vient de relancer la DATAR dans son rôle de prospective et on a bien entendu un fléchage spécifique territoires ruraux. On pense aux nouveaux services qui doivent être offerts aux habitants de ces territoires ruraux. On ne gère plus le déclin des territoires ruraux, on gère l'essor démographique des territoires ruraux, c'est très nouveau. Donc, toutes les assises de la ruralité sont lancées pour pouvoir mettre en place une politique basée sur les désirs, les demandes de la population en matière de services au public, de transport, de soins, de permanence des soins, d'écoles, de formation. Voilà. D'accord. Mais on a l'impression que les métropoles, ces grandes métropoles, sont plus à la fête quand même dans la refonte territoriale. Vous n'êtes pas laissé pour compte? Pas du tout. Et les métropoles, c'est aussi mon ministère. Et on a besoin des métropoles. On a besoin des métropoles pour tirer l'ensemble des territoires. Vous avez cité les Hauts-de-Seine. Un commentaire sur l'élection annoncée de Jean Sarkozy à la tête de l'EHPAD, cet établissement public d'envergure qui gère le premier quartier d'affaires européen. À 23 ans. Ah oui. Voyez-vous, moi je pense à une chose, voyez-vous, c'est que j'ai été élu au même âge. Alors j'ose à peine le dire. Très bien. Merci Michel Mercier. La suite du 18h avec cette question. Faut-il interdire le taser? Oui, non. Interdire cette arme à impulsion électrique qui équipe, on le sait, la police. La question est relancée par le fabricant du taser lui-même qui reconnaît un risque cardiaque extrêmement faible, précise-t-il aussitôt. Saveria Rojek. Un aveu du bout des lèvres, c'est dans un guide à l'intention de ses usagers que Taser reconnaît le risque d'un événement cardiaque négatif. L'entreprise conseille donc d'éviter les tirs sur la poitrine et de viser plutôt l'abdomen. Un aveu qui souligne la dangerosité de cette arme. Début septembre, le Conseil d'État avait déjà suspendu l'usage de ce pistolet à impulsion électrique pour les policiers municipaux, jugeant les garanties juridiques insuffisantes. Le taser permet de neutraliser une personne en libérant une décharge qui provoque une paralysie musculaire. Son introduction dans la police et la gendarmerie française avait provoqué une vive polémique. Selon Amnesty International, depuis 2001, plus de 350 personnes dans le monde sont mortes après avoir subi une décharge de taser. Dimanche dernier, un jeune homme de 19 ans a succombé en Californie. Voilà pour les données factuelles les plus récentes donc sur ce taser. Pour en débattre avec nous, nous avons le PDG de Taser France, Antoine Dizakzo. Bonsoir. Bonsoir. Et Leïla Leboucher-Bouache qui représente ici Amnesty International qui mène le combat contre cette arme à impulsion électrique. Qu'est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui? Je ne sais pas, grâce à l'aveu de la personne qui est en face de vous, en tous les cas sa société, d'avoir remporté une victoire. Une victoire, alors est-ce véritablement une victoire de enfin constater que c'est une arme finalement qui n'est pas considérée ni comme non létale ni comme à létalité réduite? C'est-à-dire que finalement ça confirme la véracité de notre discours depuis à peu près 10 ans sur le manque de recul sur ce type de matériel qui justifiait donc la demande d'un moratoire sur l'utilisation de ce matériel et la demande d'enquête fiable et indépendante sur justement son caractère létal ou non. Qu'est-ce que vous demandez maintenant qu'on sait qu'il y a un risque cardiaque, même minime? Vous allez pouvoir le préciser. En ce qui concerne l'utilisation en France, notre position est la même. Ce que nous demandons, c'est que le taser ne soit utilisé qu'exclusivement en cas de légitime défense et en dernier recours avant l'utilisation d'une arme à feu et que la formation soit strictement encadrée. Soit strictement encadré. Et qu'en l'état actuel des choses,
on considère que la formation n'est pas forcément très adaptée. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'un accent soit mis sur la formation et avec des modules de mise en situation qui nous semblent fondamentaux. Antoine Di Zazo, pourquoi cet exercice de transparence de la part de Taser? Je ne vois pas de quelle transparence il y a, puisque si vous voulez, nos manuels de formation qui sont ici sont mis à jour régulièrement. La dernière mise à jour dit, écoutez, de tous les cas qui ont été analysés, les polémiques viennent du fait qu'il y a eu des tirs sur les poitrines. Et par conséquent, si vous pouvez éviter ce genre de polémique-là, faites-le. Maintenant, le fait de dire il n'y a pas de danger ou le danger est très très faible, le corps médical ne vous dira jamais il n'y a pas de danger. Il vous dira le risque est très très faible. La position n'a pas changé d'un seul iota. On dit dans nos cours de formation, si vous pouvez éviter, ne tirez pas sur la poitrine, vous n'aurez pas comme ça des polémiques complètement inutiles, c'est tout. Votre position a quand même évolué parce que jusqu'à la sortie de ce bulletin d'information de Taser International, vous considériez que le taser n'avait aucune conséquence physiologique au niveau cardiaque. Aujourd'hui, vous reconnaissez. Non, mais on le considère toujours. Certes, le risque est minime, mais il existe. Non, mais vous continuez malgré tout à contester donc la position de commission d'enquête indépendante qui a été faite par des experts, des médecins, des cardiologues, des électrophysiologues. Des spécialistes en électrophysiologie qui constatent qu'il peut être quand même mortel pour des personnes qui sont en bonne santé ou qui ne le sont pas. Vous êtes formidable. Je veux dire, vous êtes formidable. Parce que vous citez des morts, vous êtes incapable de donner un seul nom. Vous citez des enquêtes, on ne sait pas de quelle enquête il s'agit. Vous voulez des commissions. Nous, l'année dernière, on a dit il y en a assez. Donc on a fait une commission ici au Sénat avec vous. Et on a dit au Sénat, débattons, voyons ce qu'il en est. Et il ressort que c'est la seule arme non mortelle au monde, c'est le taser. Aujourd'hui, comme effectivement vous n'êtes pas encore content, nous avons demandé au Conseil d'État, à la suite des arrêts qui ont été pour la police municipale, le Conseil d'État, qui est la sommité au point de vue juridique française, faites un constat indépendant et dites si le taser est dangereux, oui ou non. C'est tout. Le Conseil d'État, c'est mais ça, c'est votre travail. Non, nous, on veut des enquêtes fiables. Nous ne sommes pas des spécialistes vous voulez des enquêtes, vous les demandez pas. Nous sommes des militants des droits de l'homme. Ce n'est pas le même métier. Nous demandons des enquêtes fiables et indépendantes, et ce n'est pas de notre ressort. Pourquoi vous ne demandez pas l'interdiction du taser? Parce qu'on peut se dire que le Conseil est très aimable pour les gens qui en ont l'usage, mais viser le thorax, c'est pas toujours possible. On sait comment ça se passe. D'où l'intérêt d'une formation très spécifique. Quoi qu'il en soit, et ça, monsieur sera d'accord avec moi, de dire que quoi qu'il arrive, il est quand même moins pire d'utiliser un taser que d'utiliser une arme à feu. Donc c'est pour ça qu'on parle de dernier recours avant l'utilisation d'une arme à feu, ou à ce moment-là, dans le meilleur des cas, qu'il se substitue à l'utilisation d'une arme à feu. Mais il faut quand même rappeler qu'en France, il y a très très peu d'utilisation d'armes à feu. Soyez cohérents, si vous demandez la suspension du taser en attendant des études, demandez aussi la suspension des armes à feu. Aujourd'hui, nous ne demandons pas la suspension, puisque nous avons déjà pour nous suffisamment d'enquêtes et suffisamment d'avis de spécialistes. Publiez-les. Mais c'est pas à nous de les publier. Et puis elles existent déjà. Il y a un rapport qui vient de sortir qui s'appelle le rapport Braidwood, qui a été fait donc sur l'utilisation du taser en Colombie-Britannique par un ancien juge à la retraite qui a constaté, avec l'avis des experts, que le taser pouvait être dangereux sur des individus en bonne ou en mauvaise santé. Mais pourquoi il y a aussi notre rapport sur lequel nous avons eu accès. Le ministère de l'Intérieur a aujourd'hui publié des statistiques avec le produit français, parce que dans le monde, c'est pas tout à fait le même produit. Ah bon, le taser français est différent. Il est différent, c'est le X26, on n'utilise pas en France le M26, qui est un produit. Est-ce qu'il a de plus ou de moins? Mais il est moins puissant. Ah, il est moins puissant. Voilà, donc aux États-Unis, on utilise le M26, qui est 6 fois plus puissant. Vous avez cité la haute juridiction, le Conseil d'État pour lui rendre hommage, mais il faut rappeler que le Conseil d'État a déconseillé l'usage du taser par les policiers municipaux. Non, attendez, il n'a pas utilisé. Il a dit nous voulons qu'il y ait. Il a suspendu l'usage. Il a suspendu en attendant qu'il y ait les procédures d'emploi, puisqu'il y avait une demande de décret d'autorisation, mais il n'y avait pas les modalités d'emploi. Donc le Conseil d'État a dit je veux voir les modalités d'emploi, comme pour la police nationale et comme pour la gendarmerie. On parle beaucoup des défauts de cette arme qui peut tuer effectivement si elle s'abat sur un cardiaque. Oui, rappelez-nous peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme argument pour nous dire qu'elle peut être utile? 0 mort, 22 000 vies sauvées. Attendez, 0 mort, là on repart au début là. 0 mort, c'est faux. Donnez-moi un nom. Donnez un nom. Dans le dernier rapport qui a été fait sur les États-Unis, Amnesty International a eu accès à 98 rapports d'autopsie. Sur les 98 rapports d'autopsie qui ont été étudiés par des spécialistes, il y a 37 cas
37 cas, oui. 37 cas sur lesquels il est avéré que le taser est un facteur ou un cofacteur du décès. Vous nous rappelez un décès d'un jeune de 19 ans en Floride, en Californie, il y a 2 jours. Très précis. Monsieur, soyons précis, il y a eu 37 cas où le taser a été un facteur, un cofacteur ou pas facteur du tout. Soyez précis. Facteur ou cofacteur. Écoutez, je voulais la phrase exacte, là voilà. Hein? Bon, quels sont... Ou sinon, c'est dû à des pathologies annexes qui, finalement, ne permettent pas de... C'est comme la grippe N1H1. Alors aujourd'hui, c'est vrai, monsieur Untel est mort de la grippe H1. Oui, mais attention, il était très sensible, il était déjà malade. Alors, bien sûr. Alors Antoine Dizado, c'est assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on reconnaît un risque supplémentaire avec le taser et vous êtes plus assuré que jamais de l'utilité de votre arme. Hein. On ne reconnaît pas de risque statistiquement, si vous voulez. En France, il y a eu 1600 interpellations avec le taser, 0 incident. Chiffre officiel du ministère de l'Intérieur. Que voulez-vous de plus? Par quoi voulez-vous remplacer le taser? Bon, vous êtes venu nous voir et débattre avec la... Nous, on n'a pas accès. Vous écoutez les infos. Hein. Vous êtes venu nous voir et débattre une fois de plus avec la représentante d'Amnesty International pour nous dire circuler, il n'y a rien à voir alors? Pas du tout. C'est est-ce que vous avez des idées pour améliorer l'interpellation des individus qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui? C'est tout. Si vous avez des idées, apportez-les. Critiquer, c'est bien beau, mais nous, on travaille tous les jours et on avance tous les jours. Nous ne sommes pas dans la critique. Nous considérons qu'en l'état actuel de la doctrine d'emploi et de la formation, cela pose problème et qu'il peut y avoir une utilisation disproportionnée de l'arme qui bascule pour nous en tant que militants des droits de l'homme, et ça c'est notre travail, de dire que là on bascule dans le mauvais traitement. En l'état actuel des choses, déjà la décision du Conseil d'État est allée dans notre sens pour la dotation vis-à-vis de la police municipale. La formation de la police municipale n'est pas adéquate et donc elle peut laisser les policiers municipaux utiliser l'arme dans de mauvaises conditions, donc dans un cas nécessaire, disproportionné, et on est donc dans le mauvais traitement. Vous préférez qu'un policier municipal se promène dans la rue avec un Magnum 357, il y en a 14 500, vous savez, si on vous tire dessus, on vous fait exploser la tête, alors que le taser... Il y a très peu de polices municipales qui sont dotées d'armes à feu, il y a 14 500. Très peu d'utilisation d'armes à feu en France. Donc finalement, 100 tous les ans. Il y a très peu d'utilisation d'armes à feu en France, donc le point de comparaison n'est pas forcément pertinent. Voilà. Tous les ans. Le débat rebondira, c'est sûr. Merci d'être venu l'animer avec nous ce soir. C'était la question du nouvelobs.com, notre partenaire. Faut-il interdire le taser? Oui, 76%. Non, 19%. Il y a du Nouvel Obs, ça m'étonne pas. Non, mais ce sont les gens qui... Non, mais si vous faites l'article et vous dites on a sauvé 22 000 vies avec le taser, vous aurez 90% qui dit il faut le garder. Voilà. Bon, on va voir s'il y a une évolution des votes après vos arguments, effectivement, exprimés sur cette antenne. Merci à tous les deux. À suivre sur Public Sénat, dans quelques secondes, Europe Hebdo, avec François Baudonnet et Katia Guilder sur la légalisation des paris en ligne.